effectivement, dans une démarche d'innovation, la question s'est posée et se pose toujours de l'écriture et de l'outil d'écriture. Alors je ne rappelle pas le rôle de l'écriture, évidemment, en tant que composante de la littératie, je ne rappellerai pas le rôle de l'écriture en tant que composante transversale des apprentissages, bref, tout ça vous le savez aussi bien que moi. Mais la question qui se pose, et qui s'est posée il y a quelques années en France, qui s'est posée en Finlande, qui se pose aux États-Unis, qui se pose dans un très grand nombre de pays, c'est quel outil d'écriture doit-on utiliser avec les technologies. Je ne dirais pas nouvelles technologies, parce qu'on est dans les lycées, comme on a dit pendant très longtemps, on est dans les technologies numériques en tout cas. Et est-ce que finalement, écrire avec un ordinateur, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans une démarche pédagogique? Est-ce que c'est quelque chose qui peut amener un attrait pour les étudiants? Alors je vais répondre de suite, oui. Clairement, la motivation, vous le savez, vous mettez un enfant, un élève devant un ordinateur, devant une machine, devant un outil, il est beaucoup plus motivé que si vous lui donnez papier et un stylo, évidemment. Donc, je ne parlerai pas de ces questions motivationnelles, des attentes qu'il peut y avoir des enfants, effectivement, pour utiliser un outil. Je me poserai plus la question de est-ce que l'outil, tel qu'il est construit, tel qu'on peut l'analyser en tant que psychologue, est-ce que cet outil, finalement, peut être considéré comme un outil bénéfique pour l'écriture? Alors, je vais commencer très rapidement par faire très bref rappel des outils d'écriture pour vous rappeler que finalement, si on regarde un petit peu les différents outils d'écriture, et ça ne s'arrête pas là, vous allez voir, on a pendant à peu près 6 à 7 000 ans, la date de l'invention de l'écriture est sujette à réflexion dans les milieux scientifiques très spécialisés. On va dire que ce sont les Sumériens, à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ. En gros, on a donc entre 5000 et 6000 ans. Certains disent qu'on pourrait aller à 7000. Des traces d'écriture, probablement à 7500 ans, qui ont été retrouvées récemment. Bref, on va dire en tout cas, vous voyez, on est à 6000 ans d'outils d'écriture. Et pendant 6000 ans, quel est l'outil qui a dominé? Quels sont les outils? En tout cas, on peut dire que c'est le même outil. Vous remarquez, c'est un outil qu'on tient dans une main. C'est un outil fait, qu'on tient dans une main et qui sert à faire une trace. Et pendant 6000 ans, on a posé la question de on a utilisé cet outil, donc on peut déjà commencer à se poser la question, comment se fait-il que l'outil a très peu évolué? Est-ce que parce qu'il est adapté? Et s'il est adapté, a-t-on besoin d'en changer? Je ne les nommerai pas, vous avez bien vu, donc des tiges en bois pour tracer, comme les Sumériens le faisaient pour faire des entours dans de l'argile, des plumes, des cadavres, des plumes en roseau, des mines de plomb, des stylets, le stylet qui comprenait déjà la gomme, puisqu'on pouvait avec le stylet dans la tablette enlever ce qu'on venait de tracer, bref, la plume, le crayon gris, le stylo plume, le stylo bille, le feutre, tous ces outils, vous les connaissez. Cependant, quand on parle d'outils d'écriture, il faut aussi penser au support. Et vous allez voir comment c'est réfléchir en termes d'outils informatiques. Les supports, jusqu'à présent, c'était simple. La tablette d'argile, le parchemin, le papyrus. On avait une surface sur laquelle on posait une trace avec la main, avec un outil. Puis on a eu la feuille de papier. La feuille de papier, on l'a améliorée alors. CIS, petits carreaux, des cahiers. Et puis on en est arrivé dans une question totalement différente, c'est l'écran. C'est que lorsqu'on utilise un ordinateur pour écrire, on ne trace plus avec sa main sur un support. On appuie sur des touches qui font afficher sur un écran un texte. Vous voyez déjà la différence d'un point de vue psychologique, moi-même d'un point de vue plus global de travail. Ce n'est plus un outil que je manipule qui fait une trace directe, j'appuie, et je vois apparaître le résultat de mon action sur un écran. Continuons sur les outils. Malgré tout, il y en a quand même eu d'autres outils qui ont été proposés. En particulier parce que vous le savez, écrire à la main, c'est un apprentissage long, complexe, une motricité fine. C'est assez fatigant. Donc on a proposé des outils. J'ai pas pris des réels, évidemment, mais plutôt des symboliques. La machine à écrire. Puis la machine à écrire, qui a subi une très grande révolution, mais qui malheureusement n'a pas eu les effets qu'on pouvait attendre, c'est la machine à écrire à boule. Alors pourquoi j'ai dit une révolution? J'y reviendrai plus tard, mais parce qu'avec la boule, dans la machine à écrire, on aurait pu repenser l'écriture, la distribution sur le clavier. J'y reviendrai, vous expliquer ce que je veux dire. Et puis une machine, alors très complexe, que vous ne connaissez peut-être pas tous, mais c'est la linotype qui est utilisée en imprimerie qui permet d'écrire des lignes entières et d'avoir des lignes de plomb plutôt que de faire lettre à lettre parfois. Bref, des outils d'écriture qui sont variés, mais vous voyez, cette fois-ci, on était bien passé sur des claviers. Donc finalement, l'arrivée de l'ordinateur ne change pas trop. On a des outils manuels qui restent pendant 6000 ans, depuis 100 ans, 130 ans, à peu près, on a des machines à écrire qui sont à peu près similaires au clavier.
de l'ordinateur. Et on voit bien que le clavier de l'ordinateur s'inspire de ces machines-là. Et ce n'est pas inspiré, évidemment. Ceux qui ont créé l'ordinateur ne pensaient pas à un ordinateur pour écrire. Donc c'est quelque chose qui permet de programmer, de faire, on va dire maintenant, de l'intelligence artificielle. Au départ, c'était évidemment ça dans les années 30-40. Et maintenant, on a donc un outil qui intègre un clavier, l'écran, et on travaille sur tous les claviers. Alors on a des claviers classiques, celui-ci, vous connaissez. C'est pas grave. On a ce clavier. Si je le montre, celui-ci, c'est par rapport à celui-là. Ce sont les claviers Apple. Lorsque ces claviers Apple sont arrivés, beaucoup les ont critiqués en disant attention, on n'a pas le retour de force, on n'a pas l'appui. Il y a une toute petite touche, c'est pas bien. Aucune recherche n'a été faite finalement sur cette question. Mais beaucoup ont dit non, il faut des claviers sur lesquels on a ce qu'on appelle le retour de force, c'est-à-dire qu'on sent la pression de la touche qu'on exerce. Et puis on a développé des claviers ergonomiques. Alors des claviers ergonomiques, c'est des claviers sur lesquels les touches peuvent être disposées différemment, ou qui sont plus adaptés à la disposition des mains. Parce qu'évidemment, les deux mains comme ça, c'est plus non ergonomique. On aurait plutôt tendance à avoir les mains comme ça. Bref, vous voyez que les outils ont évolué. On a quand même privilégié le stylo. On est allé vers le clavier. Mais le clavier s'est accompagné d'un changement qui a amené l'écran. Finalement, si on réfléchit à la question d'écrire avec un ordinateur, vous allez le voir, et c'est ce que je vais essayer de vous dire dans le reste de mon intervention, c'est que écrire avec un ordinateur, ce n'est pas écrire avec un clavier. Écrire avec un ordinateur, c'est écrire avec un clavier. C'est écrire avec un écran qui renvoie le texte. Et c'est utiliser un logiciel de traitement de texte. Et en tant que psychologue, en tant que chercheur, je ne peux pas avoir une réponse sur est-ce qu'écrire avec un clavier c'est positif, parce que je suis obligé d'analyser les différentes dimensions de l'outil. Et c'est en analysant spécifiquement les différentes dimensions de l'outil que je pourrais peut-être émettre un avis. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire très rapidement, très simplement. Dernier point, question fondamentale qui n'est pas encore traitée, ce sont les claviers de nos tablettes ou de nos téléphones. Pas de touche. Donc, pas du tout de surface spécifique, pas de retour. Mais vous avez remarqué, pour ceux qui les utilisent, que les touches sont adaptatives. C'est que selon les endroits où vous êtes, le contenu des touches, selon les systèmes, peut changer. Vous n'avez peut-être pas fait attention, vous regarderez. Parfois, lorsque vous êtes sur votre application email, regardez la touche arrobase. Lorsque vous êtes sur votre application email, puis allez sur un traitement de texte, ou allez sur Google, faire une recherche, vous verrez que les touches changent en fonction de l'environnement. En tant que psychologue, je vais reprendre des grands classiques que l'on connaît sur ce qu'on appelle l'automatisation. L'automatisation des activités se fait dans des environnements qui sont cohérents. Autrement dit, c'est parce que je sais que le A est en haut à gauche de la première touche que je peux automatiser le mouvement pour l'atteindre. Si tous les jours le A change sur mon clavier, vous imaginez le travail cognitif que c'est pour moi. Alors évidemment, ce n'est pas tous les jours, on peut s'adapter. Mais déjà, on se pose la question, effectivement, est-ce que le clavier, en soi, peut être un outil intéressant pour écrire. Alors, commençons à faire l'analyse un petit peu très simple, très rapide, vraiment en quelques mots, de la calligraphie versus la dactylographie. La calligraphie, c'est une activité motrice très fine, très très fine. Il y a très très peu d'activités motrices aussi fines que ça que l'être humain réalise. D'ailleurs, il faut des années pour qu'un enfant apprenne. On considère qu'un enfant commence à apprendre à écrire, non pas évidemment lorsqu'il commence à écrire, lorsqu'il commence à faire les premières traces graphiques, les premières droites, les premiers ronds, les premières courbes. Et il va acquérir son écriture spécifique vers l'âge de 14 ans. Une dizaine d'années, on va dire, pour pouvoir maîtriser l'écriture et avoir sa propre écriture. Évidemment, sur un clavier, haut en bas. Uniquement ceci. Alors, par contre, vous pouvez coordonner différents doigts. Et surtout, vous devez avoir ce qu'on appelle une coordination bimanuelle, qui est un exercice complètement différent. Il faut complètement coordonner les doigts et les mains. Mais regardez, finalement, il y a ce qu'on appelle une dissociation entre la zone d'écriture et le support d'écriture. Lorsque vous écrivez sur une feuille de papier, vous êtes en train de suivre avec votre œil le stylo qui écrit, et vous avez en permanence le texte devant vos yeux. Lorsque vous êtes devant un ordinateur, il y a ce qu'on appelle les deux types de dactylographes. Alors en anglais, excusez-moi, on n'a pas de traduction en français, ce qu'on appelle les keyboard gazers, donc ceux qui regardent le clavier, et puis ceux qui regardent l'écran, les touches typist. Très très dur.
Je ne sais pas combien d'entre vous arrivent à écrire en regardant l'écran sans regarder du tout leur clavier. La plupart d'entre nous n'arrêtent pas de faire ceci avec la tête. Et donc, par rapport à quelqu'un qui écrit son texte sur une feuille, vous voyez qu'on a probablement une grande partie du temps d'écriture pendant lequel on ne voit pas son texte. Ça, c'est très intéressant. Si je parle de mémoire à court terme, si je parle de mémoire de représentation du texte. Évidemment, puisque je passe moins de temps à regarder mon texte, probablement que je vais avoir une représentation moins stable de celui-ci. Alors que si je suis en train de le tracer avec un stylo, pendant tout le temps de la rédaction, bien sûr on lève la tête de temps en temps, quasiment tout le temps, on va regarder le texte, on va voir le texte en train de se construire. Et donc on va le mémoriser, ne serait-ce que visuellement, ne serait-ce que par la trace. On a des travaux, on a la moitié des travaux qui montrent qu'on a une représentation visuelle du texte qu'on écrit. Et qu'elle est utile, cette représentation, pour réviser le texte. Autre petit phénomène qui peut être anodin, mais vous allez voir qu'il peut prendre une ampleur avec les travaux de nos collègues marseillais, Marie Clancan et Jean-Luc Jeunet. Vous avez remarqué que les touches qui sont sur vos claviers ne sont pas celles. La forme des lettres qui est indiquée sur les touches de votre clavier n'est pas celle qui apparaît à l'écran. Vous avez un A majuscule. Or, souvent, vous écrivez en minuscule. Vous avez un A script. On peut utiliser du Times New Roman. On peut utiliser du Garamond. Autrement dit, des polices qui n'ont pas la même forme. Donc, quand je tape un A ici, que j'identifie comme un A, je sais que je vais avoir une autre forme qui va s'inscrire à l'écran. Intéressant. Intéressant. Vous allez me dire, on sait tous ce que c'est qu'un A. Oui, on est adulte. Mais un enfant. Un enfant qui est en train de découvrir le A, le B, le C, et qui doit prendre toutes les variantes. Comment est-ce que son cerveau va généraliser, va abstraire la connaissance de la lettre? Est-ce que ça aide de taper sur une lettre unique pour abstraire? On ne sait pas. Ce sont des travaux qui ne sont pas dessus. Pardon. Et puis, bien sûr, ce qui est fondamental, et ça a été montré depuis très longtemps chez les adultes en tout cas, dactylographier, c'est plus rapide. On écrit beaucoup plus vite. Et c'est probablement ce qui fait que l'on a ce sentiment positif vis-à-vis de l'écriture sur clavier. On écrit plus vite. Je demande à mes étudiants à l'université, pourquoi vous prenez des notes sur votre ordinateur? Tous vont dire, ben, bien sûr, je peux noter beaucoup plus, et donc je peux enregistrer beaucoup plus de ce que l'enseignant dit. Vous verrez plus tard, c'est une conséquence très négative. Mais ce sentiment-là, que l'on peut écrire et que l'on peut enregistrer, qu'on peut produire beaucoup plus vite, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, c'est aussi plus coûteux. On n'avait pas encore eu cette démonstration, on vient de la voir avec une étudiante qui fait une thèse, qui l'a montré très très récemment, dans une tâche très simple. On a demandé à des étudiants, à l'université, qui pratiquent quand même l'ordinateur, évidemment, pour leur travail, pour leurs études, et bien sûr pour leur vie privée, de mémoriser des mots. C'était une tâche de mémoire. Et c'était présenté comme une tâche de mémoire. Ils ne savaient pas comment étudier l'écriture. On leur disait, vous allez avoir à retenir des listes de mots. Et puis on a augmenté la liste de mots, comme on fait dans toutes ces tâches de mémoire. 3 mots, 4 mots, 5 mots, 6 mots, etc. Bref, pendant toute l'expérience, on leur fait ça. Et les sujets, pour la moitié des listes, ont répondu avec un crayon, et pour l'autre moitié, ont répondu avec un clavier. Et on s'aperçoit que lorsqu'on répond avec un clavier, en moyenne, on rappelle moins de mots que lorsqu'on répond avec un crayon. Clairement, ça a enlevé des ressources à la mémorisation. Le simple fait d'écrire sur un ordinateur, sur un clavier, a enlevé ces ressources-là, qui fait que le sujet a pu moins mémoriser. On est dans un phénomène très classique d'automatisation. Le clavier n'est pas encore aussi automatisé que l'écriture pour chacun d'entre nous. Donc ça nous prend des ressources mentales, au détriment des ressources mentales qui pourraient être attribuées à des activités plus importantes. Alors, si on avance un petit peu, il y a eu quelques travaux qui ont été faits. Vous avez probablement entendu mon collègue, Marie Clancan en particulier, Jean-Luc Jeunet, qui intervient souvent à la radio lorsqu'il y a des questions autour de l'écriture, c'est des spécialistes des questions de cerveau-écriture. Ils ont fait un travail très important pendant plusieurs années. Je vais le synthétiser en 3 points, 3 ou 4 diapositives. Première chose, ils ont montré qu'il y avait une zone sur le cortex pariétal qui était activée. Alors vous avez ici sur le côté, vous avez ici l'avant du cerveau, alors le cortex pariétal c'est ici, de ce côté ici. Une coupe vue de dessus, vous avez la coupe gauche et droite. Bien sûr, c'est activé à gauche, parce qu'on est droitier. C'est activé à droite parce qu'on est gaucher, ce qu'on appelle le croisement, d'accord? Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette zone est la même. C'est ce qu'on appelle une zone prémotrice. On est juste après le lobe frontal. Une bande ici qui va gérer tous les mouvements du corps, en quelque sorte, et la planification des activités motrices. On a montré que l'écriture nécessite, pour produire les mouvements d'écriture,
je parle bien d'écriture manuelle, cette zone du cerveau. Premier résultat. Deuxième résultat très intéressant, les mêmes auteurs ont montré que cette zone s'active lorsqu'on écrit, mais aussi lorsqu'on lit des caractères. Vous avez ici la lecture, ici l'écriture, ici la lecture de lettres et de leur miroir, ici la lecture d'objets qui ne sont pas des lettres mais qui pourraient être des lettres de leur miroir, et ici la même chose pour l'écriture. Et vous remarquez, systématiquement, mais surtout ici, alors on retrouve cette zone ici qui est activée puisqu'on fait du mouvement d'écriture, mais lorsqu'il s'agit de lettres, on a cette zone ici qui est incluse ici et qu'on retrouve à l'identique pendant la lecture. D'un point de vue cérébral, lorsqu'on lit, on simule l'activité d'écriture. Vous avez probablement tous entendu parler de ces fameux neurones miroirs. On est probablement sur ces neurones miroirs. Normalement, quand je fais un geste devant vous, vos neurones qui sont engagés pour faire ce geste s'activent en même temps que je le fais. Très intéressant. Et d'autant plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde leurs études comportementales. Cette fois-ci, nous observons le cerveau, ils font de la psychologie classique, et vont mesurer le comportement. Dans cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait apprendre des caractères à des étudiants français, évidemment, alors, probablement des caractères d'Asie du Sud-Ouest. Ils leur ont fait apprendre soit manuellement, soit avec un clavier. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont demandé à ces étudiants, une semaine après, juste après l'entraînement, une semaine après l'entraînement, 3 semaines après l'entraînement, de reconnaître les caractères qu'ils avaient appris. Et que se passe-t-il? 3 semaines après l'entraînement, très peu, juste après, ça commence au bout d'une semaine, mais 3 semaines après l'entraînement, les étudiants qui ont appris à tracer ces lettres avec un ordinateur reconnaissent moins bien les lettres. On reprend le raisonnement. On a une zone qui sert pour l'écriture, mais qui est aussi activée quand on lit. Or, quand cette zone est façonnée via l'apprentissage au clavier, on lit moins bien. La conclusion de ces auteurs est qu'on a probablement une représentation mentale, cérébrale des lettres, qui est beaucoup moins stable lorsqu'on utilise un clavier. Souvent, je vous ai dit sur la différence entre la lettre que l'on voit, celle que l'on écrit, et le geste. En fait, tous les travaux en psychologie concourent à montrer maintenant que le sensorimoteur est fondamental. En particulier, ce qu'on appelle le feedback kinesthésique, c'est-à-dire le retour que nous envoie notre bras pendant que l'on écrit, nous permet aussi de nous représenter d'un point de vue moteur les lettres que l'on écrit. On retrouve cette idée dans les écoles Montessori. Montessori a eu depuis très longtemps cette idée-là, ce qu'on appelle la cognition incarnée, qui est un champ de recherche très important. Mais l'idée, c'est que le moteur intervienne. On a aussi souvent cité ce travail de Streri et Gentaz, il y a une dizaine d'années, qui avait montré que des enfants qui touchaient des lettres en 3D avaient aussi une meilleure reconnaissance de ces lettres. Tout simplement parce qu'ils avaient utilisé le haptique, le mouvement, la multimodalité, il y a du visuel, il y a du mouvement. En fait, il y a plusieurs façons de se représenter des lettres. Et plus on a de modalités sensorielles qui interviennent pour se représenter des lettres, meilleures ces lettres sont représentées dans le cerveau. Et par conséquent, meilleur, plus facile est le décodage en lecture. Ce qui était très intéressant de remarquer, c'est que la performance, vous avez une corrélation, alors, il y a une corrélation assez directe, une corrélation très positive entre la performance à reconnaître les lettres et l'intensité de l'activation au niveau de la zone motrice. Autrement dit, plus cette zone est activée, plus le sujet reconnaît facilement les lettres. On voit bien ce lien fort donc entre la représentation cérébrale de la lettre et la reconnaissance des lettres. Je vais passer celui-là, c'est la même chose, si ce n'est que ça a été observé chez des enfants. Ils ont fait un travail comportemental, toujours les mêmes auteurs, avec des enfants. Et ils observent aussi les mêmes phénomènes chez des enfants. Donc on est bien sur un phénomène général. Alors, les papiers, les graphiques sont assez complexes, vous pouvez simplement revenir au temps de. Ça c'est le pré-test. Avant l'étude, on a donc les enfants jeunes, moyennes et plus âgés. Regardez ce qui se passe. Tout simplement ici, la différence énorme qu'il y a entre écriture et dactylographie en termes de reconnaissance. D'accord? Retenez simplement l'idée. Les enfants sont aussi meilleurs à reconnaître les lettres lorsqu'ils ont travaillé par l'écrit plutôt que par l'écrit.
Dernier point, je vais être très rapide, je n'ai pas d'explication, mais je vais vous parler de ce qu'on appelle l'effet QWERTY. Ici, l'idée, c'est pas de vous montrer que c'est un impact direct sur l'écriture, mais que l'utilisation de clavier a un impact très général, et probablement une influence qu'on ne saisit pas encore. L'effet QWERTY, alors. Nous avons tous des claviers AZERTY en France, c'est l'équivalent des claviers QWERTY, d'accord, pour les pays anglo-saxons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la disposition des touches n'est absolument pas ergonomique, n'a pas été réfléchie. Vous le savez probablement, hein, cette histoire est bien connue maintenant, la disposition des touches QWERTY est simplement une conséquence mécanique. On est sur des machines, vous vous souvenez, c'est dans cette machine électrique, il y avait des petites tiges en fer qui montaient pour aller taper. Et il fallait que les touches qui soient utilisées le plus fréquemment impliquent des tiges en fer qui soient le plus éloignées pour pas que ça s'en mêle. Et ça a simplement été fait comme ça. Ça a simplement été fait comme ça. Autrement dit, tous les labels qui viennent imprimer les lettres sur la feuille sont simplement correspondent à des lettres, mais les lettres les plus fréquemment utilisées sont les plus éloignées. Et surtout, ici, sur cette première ligne, on peut écrire plein de mots, et en particulier le vendeur de Remington à l'époque pouvait écrire typewriter, writer, très facilement avec quelques touches. Donc on a plein d'explications qui font effectivement le clavier. Vous avez la Remington 1, c'est celle-ci, hein, la fautive. La grande fautive, c'est celle-ci, la Remington 1. Le clavier est effectivement organisé de cette façon-là, simplement pour des contraintes mécaniques. Dvorak, un psychologue, vous connaissez les claviers de Dvorak probablement, a essayé de travailler sur cette question-là. Et il a réorganisé les touches, alors je ne sais plus dans quelle langue celui-ci je l'ai pris, mais en fonction de la fréquence des lettres, en fonction de l'alternance. Bref, il a proposé un clavier dans lequel on pouvait faire 70% des frappes et 30 000 mots sur les touches de repos, c'est-à-dire la ligne du milieu. Pour 30% et 300 mots QWERTY, sur un clavier QWERTY. Bref, il y a des façons, et il y a des claviers ergonomiques, les claviers Bepo. On a parlé de ces claviers ergonomiques il y a quelques semaines au ministère. Le ministère est en train de réfléchir avec l'AFNOR à une normalisation des claviers, à changer les claviers, en particulier pour le français avec les lettres accentuées. Bref, on pourrait avoir des claviers plus ergonomiques, ce n'est pas le cas. On a un clavier QWERTY AZERTY pour nous. Alors, qu'est-ce que l'effet QWERTY? L'effet QWERTY est une évidence en 2014 par Jasmine et Casasanto. Ils ont pris dans des théories qui montrent, et dans des travaux qui montrent, que finalement la motricité c'est une activité particulière, et lorsqu'on a une motricité fluide, on a un sentiment beaucoup plus positif. Ce qu'ils ont remarqué, et ça a déjà été montré par Logan, c'est qu'on a plus de touches à gauche qu'à droite. Autrement dit, lorsqu'il faut frapper avec une main, on a une compétition de la réponse qui est plus importante. On a plus de choix, en termes de probabilité, on a plus de choix où aller, à gauche qu'à droite. Autrement dit, quand on frappe avec la main droite, il y a moins de touches. Le cerveau doit réfléchir à moins de touches, de combinatoires. Et donc, selon les auteurs, les mots qui contiennent plus de lettres à droite, puisqu'ils sont tapés de façon plus fluide, puisqu'il y a moins de touches, devraient être jugés plus positifs que les mots ayant plus de lettres à gauche, même s'ils ne sont pas tapés. Alors c'est très bizarre comme hypothèse. Lorsqu'on a vu cet article, on s'est dit « oulala, oulala ». En fait, on avait vu le résultat, j'ai vite allé voir la théorie parce qu'on ne comprenait pas le résultat. Eh bien oui. Voilà, voici leur hypothèse alors. Je ne rentrerai pas dans les détails théoriques. Des graphiques, simplement, le fait que cette droite ne soit pas droite indique qu'il y a une relation. Et qu'effectivement, ils ont montré que lorsque les mots contiennent plus de lettres à droite qu'à gauche, c'est ce qu'ils ont calculé l'avantage à droite, ici. Donc ils ont calculé simplement le nombre de lettres à droite, moins le nombre de lettres à gauche. Et ils ont demandé à des sujets qui voyaient des mots présentés sur un écran de dire, à partir d'une échelle à 1 à 9, est-ce qu'ils sont négatifs ou positifs. Et en moyenne, l'évaluation de positivité ou de négativité de valence des mots non émotionnels, quels que soient ces mots, est dépendante de la disposition des touches sur le clavier. Ils ont observé ceci. Alors, attention, ils ont fait ça, il y a à peu près 10 000 mots de vocabulaire qui sont utilisés, plusieurs centaines de sujets. On n'est pas sur une étude avec 25 sujets, on est sur des très grosses études. Ils l'ont montré avec des mots classiques. Puis ils se sont dit, mais si on regardait les mots qui sont arrivés après l'arrivée des ordinateurs, donc à partir des années 80, est-ce qu'on n'aurait pas un effet aussi plus important, puisque ces mots n'étaient pas tapés, on a probablement un ressenti plus important, plus positif. Ils observent la même chose, avec des mots récents. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils l'ont fait avec des pseudomots. Les pseudomots sont des mots qui n'existent pas dans une langue, donc ici en anglais, et qui respectent l'orthographe de la langue. Pas d'allyle, par exemple, en français.
Padalil pourrait être un mot français. Il n'existe pas, mais il pourrait être. Alors que si je vous dis Schwunz, non, ça n'existe pas. Padalil, padaton, urgaton, tout ça sont des pseudomots. Et bien ils observent le même phénomène avec des mots qui n'ont pas de sens. Autrement dit, il y a bien quelque chose en fond. Parce qu'on voit des mots, notre connaissance du clavier, notre expérience du clavier intervient dans le jugement. C'est ce qu'ils vont dire. On repère implicitement qu'il y a des touches à droite, en plus grand nombre, donc ce sera plus fluide. Et donc on va l'évaluer de façon plus positive. Ils sont allés plus loin. Ils se sont dit, si c'est le cas, alors peut-être que les prénoms qui sont choisis par les familles américaines, depuis l'arrivée de l'ordinateur, contiennent plus de lettres à droite. Eh bien, regardez. Eh bien, regardez. 1990. Regardez. L'avantage à droite pour les prénoms les plus choisis. Est-ce un hasard ou pas? Ils l'ont observé. Alors, vous avez ce résultat, vous voyez, il est très intéressant parce qu'il nous dit qu'effectivement, notre représentation ici, le clavier, intervient dans des jugements. Alors attention, je dois préciser quelque chose. À ce moment-là, je dois préciser quelque chose. L'explication théorique qu'ils avancent, nous venons de la casser. Je ne rentrerai pas dans le détail, elle ne tient pas. L'effet est là. Et vous allez voir qu'on a répliqué l'effet. L'effet est là. Ils ont publié 2 autres papiers dans lesquels ils montrent l'effet avec d'autres mots. Mais par contre, il est minuscule. Mais il est significatif et est toujours présent. Donc ce n'est pas un grand effet, mais il est toujours là. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va le faire en français parce qu'en fait, il y avait des problèmes, un petit peu de choix de mots qu'ils avaient utilisés. Donc, comme on est des psychologues du langage et qu'eux ne le sont pas, on a travaillé avec les connaissances de psycholinguistique, on a utilisé des mots qui nous semblaient exempts de certains problèmes. On a observé la même chose en français. Exactement la même chose. On l'a observé en bengalais aussi, on l'a observé dans 4 autres langues, on vient de l'observer, au laboratoire Cerclin. On l'a observé avec des pseudomots français, qui sont bien plus contrôlés que les leurs. Et donc il n'y a pas de problème de caractéristiques linguistiques. Et regardez ce qu'on a observé avec les prénoms français. La même chose, le même phénomène. Les prénoms français les plus choisis ces dernières années sont ceux qui ont le plus de lettres à droite. Alors on ne sait pas si il y a un lien de cause à effet, évidemment. Ce sont des phénomènes. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ces résultats? Pas pour vous dire que c'est fondamental, mais c'est pour vous dire que le clavier, certes, il a un impact direct sur la façon d'écrire, mais les outils qu'on utilise ont aussi des influences qui sont beaucoup plus inconscientes, beaucoup plus fines. Et on ne peut pas ignorer les avancées de la psychologie pour étudier un outil. La psychologie connaît ces influences fines, ces influences inconscientes, implicites. Donc on peut travailler sur ces choses-là. Alors, ne me posez pas de questions sur l'explication de cet effet, on n'en a absolument aucun. C'est un effet, on n'a pas de théorie qui tienne pour le moment. On a un effet. Je vais aller beaucoup plus vite maintenant pour finir, oui, trop tard. Est-ce qu'il y a un impact sur la rédaction? C'est quand même ça qui nous intéresse. On vient de voir que le clavier affecte notre représentation cérébrale et mentale des lettres, notre performance en connaissance des lettres. Mais finalement, lorsqu'on est face à un ordinateur et qu'on doit rédiger un texte, est-ce que c'est la vérité? Pour commencer cette partie, je vous le rappelle, quand vous rédigez un texte, vous n'êtes pas que face à un clavier. Vous êtes face à un clavier, face à un écran, face à un traitement de texte. Le clavier a ses propres spécificités, on vient de le voir. L'écran a ses propres spécificités. Alors, on est à peu près maintenant tranquille avec les écrans. On a des écrans qui sont suffisamment grands pour permettre de mettre une feuille A4 à 100% sans problème. Mais souvenez-vous, il y a 10 ans. Souvenez-vous, il y a 15 ans. Mais allez dans les amphis de fac, probablement dans les amphis de certains lycées, tous ces étudiants qui travaillent avec des notebooks. Qu'est-ce que c'est ces notebooks? Des ordinateurs comme ça, avec des petits écrans comme ça. Autrement dit, où ils ne voient qu'un paragraphe et demi de leur texte. Et encore. Est-ce que cette visibilité, ce paragraphe et demi, plutôt que la page entière, ça peut avoir un impact? Et vous allez le voir, non, bien sûr. Donc cette diapo-là est très simple pour dire attention, lorsque vous pensez ordinateur, vous devez faire le parallèle compris, c'est pas papier crayon versus clavier et un texte imprimé. C'est ce que je vous dis. Un clavier, un écran et un logiciel. Alors, regardons ce travail d'Anicola, Geneviève Rousset et Olivier Tunet à Aix-en-Provence dans les années, fin des années 90. Ce qu'ils ont montré, c'est que la taille de l'écran a un impact
sur notre représentation du texte qu'on vient d'écrire, mais aussi le mode de présentation de la feuille d'écriture, de la zone d'écriture. Ils ont manipulé la présentation du texte en ayant appel à ce qu'on appelle le texte continu, le scrolling. Vous savez que vous n'avez qu'une zone blanche et que ça fait que descendre. Au fur et à mesure que vous tapez, cette zone blanche bouge. Mais vous n'avez un rouleau en quelque sorte. Ça pourrait être symbolisé par un rouleau. Le texte. D'accord? Versus la présentation par page où l'écran d'ordinateur donne les marques, les bordures de chaque feuille. Word vous le permet de le faire. Je ne sais pas si vous l'utilisez. À la suite de ce résultat et de plein d'autres, je vous conseille d'utiliser le mode page. C'est le mode page de Word et non pas le mode continu, c'est pas normal, je crois, ni de Word. Et puis, ils ont étudié la façon de naviguer. Est-ce qu'on peut naviguer de façon continue ou est-ce qu'on saute de page en page? Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Ce qu'il faut retenir, ils ont simplement demandé, dans une première étude, de rappeler la localisation de certaines idées dans leur texte. Donc, ça joue sur la mémoire que l'on a du texte que l'on a écrit. Qu'est-ce que l'on observe? Regardez simplement lorsqu'on est en mode page et lorsqu'on est en mode scroll, vous avez l'écart à la zone exacte. L'écart est beaucoup plus faible lorsqu'on est en mode page que lorsqu'on est en mode scrolling, en mode continu. Autrement dit, on se souvient mieux de l'endroit où on a écrit sur un écran d'ordinateur, sur la feuille que représente l'écran d'ordinateur, la localisation de ce qu'on a écrit lorsqu'on est en mode feuille, lorsqu'on est en mode codex, en mode rouleau. Pourquoi? Tout simplement, et là il y a un grand nombre de théories en linguistique, en psycholinguistique, qui disent que la feuille permet de se représenter le contenu avec des bords limités, et donc serait une unité de mémorisation pour le rédacteur. Imaginez que vous ayez un bouquin qui, au lieu de sur des pages, soit simplement un rouleau. Vous ne pourriez pas dire, je suis 10-15 pages avant, ou 50 pages avant, je suis avant, ou beaucoup avant, et ça s'arrête là. Vous imaginez la page, l'importance que ça a. Vous n'y pensez peut-être pas. On peut parler des travaux de Stanislas Dehaene sur la ligne numérique, où il travaille, il dit probablement que la lecture contribue à nous donner une représentation des chiffres, une représentation en intervalle, non pas logarithmique comme l'ont les plus jeunes enfants. Bref, le passage d'une page est fondamental. Vous avez ici dans notre expérience, très simple, alors vous oubliez ça, vous pouvez simplement regarder les résultats, ils ont regardé le nombre d'erreurs d'orthographe. Le nombre de révisions des erreurs, pardon, excusez-moi, pas le nombre d'erreurs d'orthographe, le nombre de révisions qu'ils ont pu observer. Eh bien, vous voyez, que sur la surface, et ça c'est fondamental, lorsqu'on est en scrolling, on fait beaucoup plus de révisions de la surface, c'est-à-dire de l'orthographe. Au fur et à mesure qu'on descend sur la cohésion et sur la cohérence, c'est-à-dire des aspects sémantiques des textes, on est un meilleur réviseur lorsqu'on est en mode page. Et ça, c'est un phénomène fondamental, on ne le retrouve pas pour la prise de notes. Lorsqu'on est sur un ordinateur, on a tendance à se focaliser sur la surface de nos textes, qu'on les produise ou qu'on les lise. On traite beaucoup moins la sémantique des textes, l'inférence des textes et la compréhension des textes est plus faible parce qu'on est sur cet aspect de surface. Et c'est quelque chose qui est un effet implicite de l'outil. On va le retrouver dans la prise de notes. Le fait d'utiliser un ordinateur nous fait traiter la surface du texte plutôt que la profondeur du texte, c'est-à-dire plutôt les aspects sémantiques. On va passer dessus. Un travail très intéressant de Carol Christensen aussi. Je l'aurais fait pour 5 minutes après. Je finis celui-là, je finis pour conclure. Donc ce travail de Christensen nous montre, par exemple, ici, que la qualité des textes chez des enfants est meilleure à l'écrit qu'à l'ordinateur. Alors on était quand même dans les années, si je me souviens bien, 2004, il y a 10 ans. Ça peut changer. Là, on est vraiment sur des effets de corps qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, on écrit beaucoup plus vite. Beaucoup plus. Et lorsqu'on entraîne les enfants, on a des améliorations à la fois en termes de qualité, mais aussi en termes de longueur. Donc, l'ordinateur, ici, nous permet de produire des textes de moins bonne qualité que l'écriture manuelle. Mais en revanche, on peut entraîner. Ça, c'est fondamental. Et tous les travaux d'entraînement qui ont lieu actuellement vont tous dans la même direction. La prise de notes, le même phénomène. En prise de notes, parce qu'on demande aux étudiants qu'on fait une prise de notes sur l'ordinateur, ils rappellent essentiellement les éléments factuels. Très peu d'éléments d'inférence et très peu d'éléments de compréhension. Ça a été répliqué dans plusieurs études. Pour conclure,
la question de la maîtrise du clavier. La maîtrise du clavier est fondamentale. Mais on est lié à des questions qui sont aussi celles de la maîtrise de la trace. Il faut automatiser. Parce que si on automatise, ça prend moins de ressources au système cognitif qui peut l'attribuer au processus de planification, de révision, de formulation. Les écrans jouent un rôle. Mais actuellement, on est à peu près exempt de ces questions-là. Si ce n'est, il y a les tablettes qu'on peut produire en classe pour écrire. Et que fait-on avec les tablettes pour écrire lorsque les écrans sont de 7 pouces? Le logiciel, je vous l'ai dit, et je finis sur cet effet-là, on peut dire clairement que le clavier a pour le moment des effets négatifs. Avec les étudiants et les sujets qu'on étudie aujourd'hui. Que se passera-t-il dans 10 ans, lorsque les enfants, dès le début, auront commencé à utiliser les claviers tout jeunes, qu'ils maîtriseront bien mieux? On ne sait pas encore, donc il ne faut pas s'inquiéter. On sait qu'actuellement, on est dans une période de transition. Et ces effets négatifs sont probablement liés à cette période de transition. Ce qu'on sait, c'est que ça change le fonctionnement cognitif du rédacteur, écrire sur un ordinateur. On planifie moins, c'est plus coûteux, la révision est plus sur la surface. Ça focalise sur les aspects de surface. L'écriture est beaucoup plus hachée, il y a beaucoup plus de pauses d'écriture avec les ordinateurs. Et enfin, des effets mitigés sur la qualité des textes. On ne peut pas conclure. Est-ce que utiliser un ordinateur pour écrire un texte, c'est mieux ou sinon bien? Actuellement, on a la moitié des travaux qui vont dans un sens. Je vous remercie et je m'excuse de cette accélération. Il y aurait beaucoup de questions à vous poser parce que c'est vraiment passionnant et vous avez fait prendre conscience du fait qu'un changement d'outil de support d'écriture, c'est une révolution culturelle et cognitive. Hein. Donc pour ça, je vous remercie. Mais la question que je me posais, c'était est-ce que ces études, ces recherches, on les a faites pour les écritures qui ne sont pas alphabétiques, pour les idéogrammes, les écritures d'Extrême-Orient, voilà, par exemple. Parce que évidemment, je ne pense pas que ce soit les mêmes zones du cerveau tout à fait, qui est encore que Stanislas Lem disait que si. Mais bon, tout de même, dans la tâche, le geste d'écriture comme le geste de lecture, si on peut parler de geste de lecture, la donne est différente. Donc, est-ce qu'on a fait cette étude avec des claviers et des ordinateurs sur des écritures idéographiques? Non, alors effectivement, quasiment toutes les recherches qui ont été faites sur cette question sont des recherches qui ont été faites avec des langues alphabétiques. Jean-Luc Velay, dont j'ai cité les travaux tout à l'heure, a actuellement un projet sur l'arabe. Donc il travaille sur l'apprentissage de l'arabe avec le clavier aussi. Donc il commence à s'intéresser, ses collègues commencent à s'intéresser à des langues qui sont un petit peu différentes. Oui, mais c'est quand même les écritures syllabiques. Alors voilà ce que j'allais dire. Évidemment, on va de la droite à la gauche, mais quand même, on est encore dans des principes assez. L'écriture transcrit les phonèmes, des graphèmes qui sont. Alors que les écritures, même si elles sont mixtes, c'est des écritures d'Extrême-Orient, il y a une petite image, on n'a pas de lettres. Hein. Non, effectivement, il y a très peu de résultats. Travaux qui ont été faits sur les écritures graphiques, par exemple. Il y a quelques travaux qui sont lancés en Chine, puisque la Chine est en train de prendre un essor scientifique très important. On a plusieurs collègues qui, je sais, travaillent sur la question des idéogrammes, l'écriture de idéogrammes. On n'a pas de résultats. Pour le moment, on ne peut pas le dire. A priori, on peut penser que de toute façon, les autres cerveaux qui sont là pour la motricité sont les mêmes chez tous les individus. Si ce n'est que lorsqu'on produit des signes qui sont reliés à un caractère ou une syllabe, ce n'est pas la même chose que de produire des signes qui sont reliés à une sémantique, puisque ça va impliquer des réseaux différents du cerveau. Et quand je vous disais tout à l'heure, évidemment je ne fais pas de localisme, attention, il ne faut pas penser que la zone de l'écriture c'est celle-ci ici. C'est une des zones qui est impliquée pour la transcription motrice, pour le mouvement de frappe, mais évidemment ce sont des réseaux neuronaux. On parle maintenant en termes de réseau, et dans l'écriture idéographique, effectivement on a un réseau qui est complètement différent que le réseau dans l'écriture latine. Plus globalement, sur cette question des langues alphabétiques, il faut savoir que malgré tout, c'est une culture. L'écriture est un outil culturel. Il y a eu cette fameuse révolution, Woody en a très bien parlé, la révolution cognitive, la révolution historique qui a amené l'écriture. Mais avec les langues, au-delà de ces aspects-là, quand on va sur des questions qui sont plus linguistiques, qui ont trait vraiment à la typologie des langues, on s'aperçoit que les mécanismes cognitifs sont quand même assez différents. On a quelques travaux, par exemple, sur la syllabe qui sont faits dans les langues anglaises, espagnoles, françaises, où on voit bien qu'on a des origines à peu près identiques d'un point de vue de la typologie des langues. On observe des effets qui sont assez similaires dans des écritures coréennes, mais qui est syllabique,
et on observe des effets qui seraient similaires aussi dans des écritures idéographiques, mais dans le sens où il y aurait non pas des syllabes telles que nous on les conçoit, mais des syllabes idéographiques en quelque sorte. Donc on a malgré tout des traitements qui sont à peu près similaires, mais avec en même temps des réseaux qui changent. Et ça c'est assez difficile à comprendre quand on n'est pas spécialiste, c'est-à-dire que les réseaux cérébraux peuvent changer, mais pour des traitements à peu près identiques. Il faut apprendre la dactylographie un peu. En tant que scientifique, c'est toujours difficile de dire qu'il faut faire. C'est toujours très difficile de répondre à une question comme ça. En tout cas, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que lorsqu'on change d'outil d'écriture, on va désautomatiser. On désautomatise pas, pardon. On se retrouve face à une activité qui n'est pas automatique. Et on sait que les activités automatiques qui ne sont pas automatiques sont coûteuses cognitivement. Donc l'idée, c'est que si on veut minimiser l'impact du clavier, et donc un changement d'outil, autant le faire le plus tôt possible. Autant le faire le plus tôt possible. Après, évidemment, il faut aussi que je complète ce que je dis ce matin. Je n'ai pas dit que le clavier était négatif. J'ai dit que le clavier, on observait comportementalement sur des dimensions très, très spécifiques dans des tâches de laboratoire, toujours rester dans ce cadre-là, évidemment. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas transférable. C'est transférable. Mais dans des tâches de laboratoire, on est quand même sur des effets qui sont très spécifiques, qui sont parfois mis au point dans des tâches très contrôlées, et qui vont nous renseigner, nous, en termes de traitement cognitif. Est-ce que lorsqu'on regarde l'activité que l'on s'inscrit dans un contexte pédagogique, est-ce que finalement ce qu'on observe lui, ça a une répercussion? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que reconnaître moins les lettres, en particulier les lettres en miroir, ça pourrait signifier que les moins bons dactylographieurs sont des moins bons lecteurs? Et là, je reprends la lecture. Qu'est-ce que j'entends par lecture? J'entends décodage, ou décodage plus compréhension. Et évidemment, si on perturbe le décodage, ça va perturber la compréhension. Ça, les travaux sur la lecture l'ont bien montré. Mais on peut penser qu'a priori, les effets seront minimes sur la compréhension. Donc, même si on a des effets qui semblent être négatifs d'un point de vue expérimental, de là à se dire qu'il faut rejeter l'outil, ça serait un pas énorme que personne d'entre nous ne fait. Y compris Jean-Luc Vollet, comme je vous le dis, vous pouvez lire. Il y a eu un cerveau et psycho, numéro 71, qui est sorti. Vous verrez d'ailleurs une question. Si vous voulez dire, je l'ai là, je l'avais mis. Comme ça, vous avez référence, voilà, en bas. On avait été quelques-uns à être interviewés pour un article dans Scientific American Mind, il y a quelques années, qui a été traduit dans le cerveau et psycho. Jean-Luc Vollet est intervenu aussi. Et il dit clairement, il le dit récemment aussi dans une interview qu'il a fait pour je ne sais plus quel magazine, il dit attention, ne jetons pas l'outil. Ne jetons pas l'outil. Je le disais ce matin, c'est peut-être transitoire ce qu'on observe. Peut-être que dans 10 ans, on n'observera plus du tout les effets qu'on observe actuellement, parce que les enfants ont été dans un bain numérique et de clavier depuis tout petit. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez des tablettes, vous avez des enfants en jeune âge, on est stupéfait des fois de voir des enfants tout petits, tout jeunes enfants, qui maîtrisent la tablette. Donc, que seront ces enfants dans 10-15 ans, dans 20 ans? Évidemment, il faudra refaire des études. Encore une fois, on a ce qu'on appelle des effets de cohorte. Il y a des travaux scientifiques qui sont valides, quels que soient les moments où on les fait. Là, on est typiquement sur des travaux qui nous ont informés sur ce qui s'est passé à un moment donné. Et la plupart des travaux que je vous cite, sauf ceux qui sont en neurosciences avec l'imagerie, mais tous ceux qui sont sur la question de la qualité des textes, par exemple, sont des travaux qui ont été faits en 80 et 90. Donc évidemment, ça ne les invalide pas. Ça ne les invalide pas. Parce que les résultats sont là. Mais il faudrait maintenant relancer une série de recherches avec la génération actuelle. Je ne sais pas si on observe des résultats ou pas. Attention, encore une fois, en tant que chercheur, et lorsque vous êtes face à des résultats scientifiques, on ne peut pas invalider ce qui a été fait auparavant. On peut simplement se poser la question de est-ce que c'est encore valide actuellement. J'essaie de prendre dans leur temps. Oui, c'était à propos de l'effet QWERTY. Donc, si j'ai bien compris, il y a un peu une discrimination inconsciente entre des lettres qui seraient plus aisées de faire, donc le côté droit du clavier, et donc c'est quelque chose, c'est un effet qui est observé. Mais je me disais, donc j'avais tendance comme ça spontanément, invisiblement, à me dire, c'est un effet qui serait propre à la dactylographie. Alors qu'en fait, j'imagine qu'en calligraphie, il y a dû y avoir des travaux là-dessus, il y a des lettres qui doivent être très fortement discriminées parce qu'elles sont simplement plus difficiles à faire. Et donc ma question, c'est finalement, est-ce que cette discrimination, cet effet QWERTY, ne serait pas plus fort finalement en calligraphie qu'en dactylographie? Alors, les travaux sur l'effet QWERTY, il y a eu 3 papiers qui ont été publiés. Je pense qu'on est la seule équipe qui a eu 2 ou 3 papiers qui suivent par la suite.
on s'est posé la même question, mais on n'y est pas encore allé. On s'est dit, effectivement, probablement que ce sentiment de fluidité, on doit l'avoir sur la motricité aussi. Et donc, on doit avoir probablement des mêmes effets. Si ce n'est que c'est très très difficile d'établir la facilité de transcription d'une lettre. On a énormément de débats entre nous pour savoir comment on décompose une lettre en trait moteur, en programme moteur. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, on pourrait avancer, mais effectivement, c'est une très bonne question. Donc, on peut penser, ce phénomène-là encore est un phénomène général de fluidité. Tout ce qu'on fait avec les anses qu'on appelle les anses cognitives, aussi ce concept-là, dès qu'on a un sentiment que notre cognition s'est déroulée de façon fluide, rapide, sans être interruption, on a un sentiment positif. Donc, c'est quelque chose de très général. À l'heure actuelle, pour les enfants qui sont en situation de handicap, je pense aux enfants autistes, on utilise l'ordinateur, on leur apprend à utiliser l'ordinateur à ce saut. Et je voulais savoir finalement, est-ce que c'était facilitateur, parce que vous avez quand même dit que c'était cognitivement plus coûteux. Donc est-ce que vraiment c'est un facilitateur pour eux alors qu'ils sont Alors, je vais répondre à votre question en deux. Premièrement, c'est cognitivement coûteux, qu'est-ce que ça veut dire? On va d'abord s'arrêter à un phénomène. Vous avez dit qu'écrire au clavier c'était plus coûteux. Donc, écrire au clavier c'est cognitivement plus coûteux. Je vous ai dit plus tard que rédiger, on a observé que c'était plus coûteux. Mais est-ce que le fait que ce soit plus coûteux, c'est un problème? Non. Non. C'est une observation. La question qu'on se pose en tant que chercheur, c'est de savoir finalement quelle est l'explication de ce coût. Mais quelque chose qui est plus coûteux, ce n'est pas un problème. Copier un texte, c'est moins coûteux que rédiger. Rédiger, c'est plus coûteux que copier un texte. Je ne vais pas dire que rédiger, c'est pas bon. Donc la question que ce soit plus coûteux, c'est pas grave. C'est une question de recherche. Parce que le coût n'est pas une explication théorique. C'est un phénomène, et il faut l'expliquer par des mécanismes. Quels mécanismes sont affectés? Ensuite, troisième point, je vous ai dit que c'était plus coûteux, mais est-ce que ce coût se répercute chez des enfants qui ont des handicaps cognitifs? Même si le terme n'est pas encore admis, on a bien utilisé ce terme de handicap cognitif. Non, il n'y a pas de travaux. On a quelques travaux sur les rédacteurs dyslexiques. On a regardé Gilles Sponelli, dont j'ai présenté des travaux, dont j'ai pu présenter ces travaux tout à l'heure, à étudier les pauses d'écriture. Les pauses, pour nous, sont des indicateurs très importants. On ne va pas dans le détail. Il a observé qu'il y avait plus de pauses chez les enfants dyslexiques, mais que ces pauses, finalement, étaient compensées. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais elles étaient compensées en particulier par une recherche de vocabulaire. Donc, finalement, ce n'est pas grave. Ensuite, dire qu'un enfant dyslexique, par exemple, si on le met avec un outil comme l'ordinateur, c'est délicat, je vais vous poser la même question que celle que j'ai tentée ce matin. Qu'est-ce que vous attendez par l'ordinateur? De faire utiliser un clavier, lui faire utiliser un grand écran de 19 pouces ou de non, on est plutôt même 21, 27 pouces maintenant, un traitement de texte, travailler sur une tablette. Encore une fois, c'est le message que j'ai voulu vous faire passer. Il faut analyser l'outil. On ne peut pas se contenter de dire il écrit sur l'ordinateur comme si l'ordinateur était un faux coup. Non, il y a plein de dimensions qui sont pertinentes. Et ensuite, peut-être pour pondérer, on a déjà eu une petite discussion tout à l'heure sur cette question-là. L'outil informatique est un outil extraordinaire. Attention, mon propos n'était pas de dire attention, l'outil informatique n'est pas un bon outil. Je vous dis attention, ça change le fonctionnement. Et on l'a vu, ça change le fonctionnement. Mais on observe des textes qui sont de moins bonne qualité sur certaines dimensions. Alors nous, évidemment, quand on fait la recherche, là, il y a une différence, ça c'est moins bon. Mais un texte rédigé, c'est tout un tas de dimensions. Et globalement, quand on dit que les résultats sont mitigés, c'est parce qu'on observe finalement des résultats qui sont, d'un point de vue, lorsqu'on lit des articles scientifiques, on observe des résultats qui pourraient paraître négatifs, mais qui finalement, dans une situation réelle, est-ce que le fait qu'il y ait un ralentissement, qu'il y ait plus de pauses, ça va gêner l'enseignant? Non, ça va nous questionner, nous chercheurs en psychologie. Mais vous, en tant qu'enseignant, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas vous poser ces questions. Vous allez plutôt vous poser des questions, comment est-ce que je vais utiliser l'outil pour que l'outil m'aide? Ce que je disais ce matin, c'était par exemple la présentation en mode page versus sous. C'est clair, le mode page, vous avez une meilleure mémorisation de ce que vous écrivez, donc lorsque vous allez vouloir réviser, vous saurez ce que vous avez écrit, ou est-ce que vous pouvez y accéder plus rapidement, vous pouvez réviser plus rapidement, vous pouvez faire des liens plus rapides, parce que vous avez une meilleure mémorisation.
Il y a un autre mode, le mode plan, qui est très utilisé. Le mode plan est fondamental. Ça permet de faire réfléchir un élève à la structuration d'un texte. Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Vous pouvez lui dire, il faut que tu puisses, on appelle nous la cohésion ou la cohérence, et pour un enfant, vous pouvez lui dire, c'est très simple, vous pouvez dire à un enfant, les paragraphes doivent se suivre, avoir des idées, il doit avoir une progression dans les idées. Et quand il a son texte, alors un enfant, on va prendre un lycéen plutôt, qui a écrit 5-6 pages d'un rapport, si vous lui faites mettre en mode plan, il va voir que le titre de chaque partie, et qu'il va pouvoir changer les parties simplement par un glisser-déposer. Faites ça à l'écrit sur un papier, sur une feuille. Comment vous faites pour déplacer un paragraphe à l'écrit? Vous êtes obligé de toujours écrire. Alors, sur l'ordinateur, c'est faire une seule fois. Et vous avez le résultat immédiat. Si ça ne vous convient pas, vous le remettez. Donc, encore une fois, le traitement de texte, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, l'outil de traitement de texte est formidable. Formidable. Les petites vaguelettes de Word. Alors, peut-être que pour les enfants qui ont détecté l'orthographe, c'est bien de leur apprendre à détecter eux-mêmes l'orthographe sans qu'elles soient déjà détectées. Mais regardez-nous, quand on écrit, on n'a plus de se soucier de la surface quasiment. On peut aller, on peut écrire, on peut penser au reste, on sait qu'à un moment donné, on aura Word qui va nous dire attention, faute de frappe ou faute d'orthographe. On a ce qu'on disait aussi pour l'écriture collaborative, le mode révision. Le mode révision est exceptionnel, on écrit tous nos articles à plusieurs et on utilise tous systématiquement maintenant le mode révision. J'écris un premier draft, un premier brouillon d'un article, je l'envoie à un collègue qui fait ses commentaires, qui l'envoie au suivant, etc. Et puis à un moment donné, je reçois tous les commentaires et puis je peux intégrer tous les commentaires, je renvoie. Et ça, on ne peut pas l'avoir sur papier. C'est très très difficile. Et on l'a immédiat. Vous utilisez alors, Google Docs ou d'autres, mais ça vous pouvez même le faire en ligne, en temps réel. Vous pouvez mettre 3 à travailler en même temps sur un texte. Imaginez des enfants qui peuvent rédiger un texte collaboratif à la fois, tout en mettant des annotations. Ah mais non, là finalement je suis pas d'accord. Dans la seconde suivante, l'autre, qui est en train de faire ce marché, dit ah mais là peut-être que. Donc vous voyez, l'outil n'est pas à jeter. L'ordinateur n'est pas un mauvais outil. Encore faut-il le comprendre et faut-il travailler sur les dimensions qui sont pertinentes pour l'activité en cours. Et donc ça demande de votre part effectivement de réfléchir un petit peu à l'outil. C'est un petit peu ce que je voulais vous faire faire justement. Mais attention, l'outil c'est pas simplement, comme on dit, il est sur l'ordinateur. Il écrit avec comme ça. Il y a un écran et un outil.